Je me suis découvert, on va dire, mon potentiel de champion pendant mes études supérieures. J'avais déjà commencé à essayer d'assurer l'avenir pour avoir, un métier où je m'épanouisse, intellectuellement. J'ai gagné une coupe d'Europe quand j'étais au début de mes études supérieures, vers 18-19 ans. Derrière, fallait bien finir ces études qui étaient assez dures et en même temps, je voulais doser pour pouvoir, m'exprimer, dans les meilleures catégories en senior. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai 29 ans et tous les choix que j'ai faits, c'était toujours, garder un petit peu la crédibilité de jeunes travailleurs intacts et pouvoir naviguer au maximum. Voilà, pour le moment, c'est un équilibre qui a plutôt souri, donc c'est bien. Et du coup, l'année 2019 a été pleine en navigation, du coup, sur le Tour de France à la voile. Et là, 2020, on s'attaque à des records. En catamaran, on va faire le record de la traversée de la Manche et le record de la traversée de la Méditerranée. Et parfois, ça pousse un peu à sacrifier tout ça pour vivre un rêve qui a grandi dans sa tête de jeune depuis longtemps et qu'on peut vivre à fond. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bon, bonjour à tous, du coup aujourd'hui on accueille Aymeric Dary. Bonjour Aymeric. Bonjour Pierre-Arnaud. Est-ce que Aymeric, en quelques minutes tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, donc Aymeric Dary, j'ai grandi au Sable d'Olonne, ville où je vis encore. C'est une ville qui est très imprégnée par le Vendée Globe, où tout petit, j'ai vu plein de personnes vibrer autour d'exploits nautiques. Du coup, j'ai commencé à me tirer la bourre avec mes copains dans les pas de ces grands champions. Ça a fini par, il y a une période où ça marchait bien, d'autres un peu plus lentement et ça a fini par arriver assez haut et derrière, j'ai choisi plutôt, d'avoir un équilibre entre une vie professionnelle en entreprise et une vie de jeune sportif de haut niveau. Voilà, ma vie actuelle, c'est vraiment un équilibre entre ces 2 pôles. Et alors comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a lancé dans la voile du coup initialement? Mes parents se sont rencontrés, quand ils étaient, moniteurs de planche à voile en étant étudiants et après, quand j'étais tout petit, ils me trimballaient de régate en régate à travers l'Europe, de planche à voile après ils m'ont pas forcément, conditionné ou verrouillé dans la case voile. Je faisais plein d'activités et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter, le tennis ou la natation et j'ai dit: Maintenant, ce que je veux, c'est me concentrer, juste sur la voile». Ça devait être à l'âge de 11 ans du coup, quand tu es jeune, tu commences à faire les mercredis, les samedis, les compétitions le dimanche, puis faire des vacances en stage c'est cette émulation avec d'autres petits jeunes où, tu montes et tu finis par, atteindre plus haut. T'as eu des difficultés à apprendre la voile, des moments de frayeur, des moments où tu t'es dit tiens en fait non ça me plairait pas, comment ça s'est passé? Ouais, honnêtement, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de enfin, moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de phases où j'ai stagné, ou des phases où j'étais moyen, ou des phases où je me suis dit, «C'est pas possible, je fais trop de conneries, faut que j'arrête, c'est pas mon truc» et au final, ça a fini par s'effacer et j'ai repris le truc et avec du recul, bah, heu, vu toutes les émotions que ça a apporté et toutes les aventures, je regrette vraiment pas, de m'être accroché et d'avoir continué à croire en moi. C'est-à-dire que comme tu en fais depuis que tu es tout petit, à partir de quand tu te dis en fait il faut que j'ai quand même un métier à côté parce que ça va être une grosse part de ma vie, mais je veux en faire un équilibre quand même? Je me suis découvert, on va dire, mon potentiel de champion, pendant mes études supérieures. J'avais déjà commencé on va dire, à essayer d'assurer l'avenir pour avoir, un métier où je m'épanouisse, intellectuellement. J'ai gagné une coupe d'Europe quand j'étais en plein milieu de mes études supérieures. En plein milieu, au début de mes études supérieures, vers 18-19 ans. Derrière, fallait bien finir ces études qui étaient assez dures et en même temps, je voulais doser pour pouvoir, m'exprimer, dans les meilleures catégories en senior
Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai 29 ans et tous les choix que j'ai faits, c'était toujours garder un petit peu la crédibilité de jeunes travailleurs intacts et pouvoir naviguer au maximum. Et voilà, pour le moment, c'est un équilibre qui a plutôt souri, donc c'est bien. Et alors toi, du coup, ta spécialité, et jusqu'ici, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'était plutôt le catamaran. Le catamaran sur du 14, 15, 16, 18 pieds, grosso modo. Ouais, exactement. Après, quand on commence tout jeune, on commence avec des bateaux petits, puis ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus gros. J'ai fait une année de césure dans mes études et ça m'a permis de gagner un championnat du monde de catamaran en 2013. Des catamarans Obicat, c'est des catamarans de 18 pieds qui sont très, très diffusés. Et voilà, c'était un vrai déclic. En fait, je m'attendais pas d'une part aux retombées que ça pouvait avoir en communication, en notoriété, en local. Et pendant cette année-là, j'ai développé aussi un catamaran en travaillant plutôt avec des profils ingénieurs, en résistance des matériaux, en mécanique des fluides. Et derrière, ça m'a donné envie en fait du coup de réorienter des études pour faire un peu d'ingénieur. Je suis allé un peu dans une école d'ingénieur pour m'imprégner un peu toute cette culture et comprendre un peu mieux la façon de penser parce que c'est un sport technique, c'est pas de la Formule 1, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là en rigueur d'analyse de données, en développement. Donc du coup, j'ai appris cette case-là et derrière, en fait, du coup, j'ai voulu directement retourner naviguer et la notoriété que j'ai eue en catamaran m'a permis d'aller sur un circuit professionnel et médiatique qui est celui du Tour de France à la voile. Et donc, dans ce cas-là, le Tour de France, tu le fais sur quel support? Le Tour de France, c'est sur des petits trimarans qui s'appellent des Diam 24. C'est des bateaux de 7,50 m où il y a une trentaine de bateaux identiques qui partent de Dunkerque et il y a des escales dans différentes villes sur le littoral. L'épreuve, en fait, a pris un regain d'attractivité médiatique il y a 5 ans. En fait, maintenant, c'est les organisateurs du Tour cycliste qui animent cette course. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec le Tour à vélo, beaucoup plus de passages télé, de passages dans la presse. Donc, ça permet d'avoir l'intérêt de sponsors. Et pour les sportifs, c'est un format qui est hyper intense et où on est à un niveau qui est le niveau olympique, quoi. Et vous êtes combien par bateau, redis-moi, pour ceux qui connaissent pas? Alors, le trimaran, ça a 3 coques et là, en l'occurrence, on navigue à 3 dessus. Il y a 3 postes, il y en a un, c'est le barreur, donc lui, c'est plutôt prendre les sensations pour amener le bateau sur vraiment des angles rapides. Il y a le régleur, où lui, principalement, c'est les gros biscottos, sentir les voiles et bien synchroniser avec le barreur. Et il y en a un qui est tacticien, où lui, c'est vraiment beaucoup d'analyse, d'observation autour et de choix pour prendre les meilleures trajectoires avec le vent, pour bloquer les adversaires. Il y a beaucoup de coups. Par rapport à une course, par exemple, de voiture, il y a plein de chemins différents, de priorités, de façons de bloquer les autres. C'est une bataille navale qui est assez intéressante. Et tu dis que tu concilies ça avec du coup une vie professionnelle active, je vais mettre le mot ordinaire, hein, entre guillemets. Qu'est-ce que ça fait comme étude du coup pour en arriver là? J'ai fait une école de commerce en France et en Allemagne. Je suis en Allemagne, en fait, mon souhait, c'était, justement de déconnecter avec, mon plaisir, qui était de naviguer, de faire du surf et d'aller dans le dur et de me dépasser dans autre chose, en fait. Et donc là, j'ai fait une vraie coupure et quand je suis revenu avec, je pense une envie qui était décuplée et des idées un peu plus claires, sur, ce que je voulais faire, et là où je voulais aller en performance. Voilà et à l'issue de ça, du coup, j'ai fait une école, d'ingénieur. Par contre, les écoles étaient à La Rochelle, c'était très proche de la mer encore. Et voilà, après du coup, c'était parti, pour la navigation. J'ai fait une année pleine où, du coup, la première année, c'était, une compétition, pour créer un projet. Une compétition commerciale, une compétition de communication, une compétition de relations humaines. Quand on est à zéro et qu'on veut trouver des partenaires, c'est réussir à s'exposer, à prendre des risques. Voilà, là, on était du coup la plus jeune équipe, certainement la moins expérimentée, mais on a réussi à enthousiasmer plein de personnes. On a eu la première année 100 contributeurs particuliers et entreprises.
on avait mis plein de noms sur notre coque et on était, du coup un des plus petits budgets, mais on était les jeunes au milieu des champions en 2015 et après derrière, du coup on a persévéré et là du coup j'étais pas à plein temps, mais j'avais à côté, une, activité pro qui était très prenante. Donc c'était vraiment, équilibré les 2. Du coup, si on peut parler de quelques minutes de ton métier actuel, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui là, je suis dans ma période, pleine navigation. Je me suis dit que j'avais fait suffisamment de temps en entreprise pour être crédible et rebondir sur d'autres postes derrière. Et j'ai eu la chance, d'avoir un sponsor qui voulait, donner un peu plus, de puissance à son projet. Et du coup, l'année 2019, a été pleine, en navigation, du coup sur le Tour de France à la voile. Et là 2020, on s'attaque, à des records. En catamaran, on va faire le record de la traversée de la Manche et le record de la traversée de la Méditerranée. Et quelques autres courses, autour, du coup sur des bateaux, qui sont un petit peu plus petits, mais aussi un petit peu plus rapides. D'accord, quand tu dis des bateaux plus petits, plus rapides, on parle de quel format, quel support? Alors, là, on navigue en bateau de 20 pieds, ça s'appelle des nacres à vent, ça défoile, ça décolle et en modifiant un peu le bateau, il va plus vite et du coup, en fait, l'idée, c'est d'être le bateau sans cabine, le plus rapide au monde et donc, du coup, de s'exprimer, sur plusieurs distances. Pour nous, c'est une chance, en fait. Avant, on était plutôt sur, on va dire, sur des circuits qui étaient, médiatisés et j'ai eu la chance de super bien m'entourer avec des médiamans, de talent. On a réussi à bien communiquer et en fait, à créer notre propre audience autour, de nos aventures et donc là, on fait le choix, un peu du kiff, de repousser les limites et d'aller dans autre chose sur, des bateaux, qui sont une explosion d'adrénaline et réussir à raconter des histoires et à captiver du monde autour. Quand tu parles de record tout à l'heure, typiquement, avec, tu as parlé de la Manche et de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée en termes de durée? Enfin, j'arrive même pas à me visualiser combien de temps ça prend de traverser finalement avec, en record, hein, j'entends, Ouais, euh, la Méditerranée ou ouais. la Manche. Alors, la Manche, elle est plus ou moins large selon les emplacements. Il y en a beaucoup qui la traversent à la nage. C'est aussi un axe où il y a énormément de cargos. C'est un des axes au monde où il y a le plus de cargos et il faut faire attention. C'est comme traverser, la 4 voies à pied, hein. Voilà, l'axe, du record, c'est, entre Cowes, c'est, à côté de Southampton et Dinard, c'est, pas très loin de Saint-Malo. Donc là, c'est le point le plus large et c'est le point de référence qui a été enregistré pour, tous les records à la voile. Pour ce qui est de la Méditerranée, du coup, c'est entre Marseille et Tunis. Et ça, on met combien de temps à le faire du coup? La traversée de la Manche, le record actuel, c'est, à 23 heures. En fait, souvent, il y a des vents changeants, c'est difficile d'avoir une fenêtre qui colle et là, du coup, l'idée, c'est d'exploser le record. Voilà, on est bien énervé pour, réussir à le repousser. Et entre Marseille et Tunis, ça met combien de temps? Entre Marseille et Tunis, c'est, environ 36 heures. La difficulté, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des fenêtres météo constantes entre Marseille et Tunis. On a forcément un moment où il y a de la mer très agitée, un moment où il y a du vent plus calme. Donc la difficulté, c'est de trouver, le bon créneau, au-delà d'être endurant, pendant, jour et nuit, en non-stop sur un bateau sans cabine où on est trempé, toute la journée. Et tu te sens prêt à affronter ce type de challenge? Je suppose que tu t'y prépares, mais est-ce que toi, mentalement, tu te sens prêt à faire ça? Ouais, en fait, là, on était dans un format, toujours, de régate où c'était des courses d'1 heure, mais ce qu'on aimait, c'était vraiment, le dépassement, les bords où, on sent le bateau à la limite, au maximum et du coup, pouvoir, attaquer ce genre de défi, c'est génial et on n'aurait pas pu le faire, en fait, sans avoir avant, eu, d'autres aventures, d'autres performances et là, je trouve que c'est une chance, d'avoir enthousiasmé, un public et une entreprise, à nous accompagner à faire ça. Ça représente quoi, du coup, une journée type pour toi aujourd'hui, Émeric? Enfin, décris-moi la journée de jeudi prochain si jamais on était en temps de non-confinement. Là, en période de confinement, c'est plutôt, de la préparation physique, de l'équilibre et aussi beaucoup de gestion de projet. Voilà, là, en fait, sur cette année l'année précédente, on naviguait, quasi tous les jours. En fait, en gros, en moyenne, les équipes naviguent sont sur l'eau une journée sur 2 et en gestion de projet, c'est les autres journées, il y a quelques journées de pause. Mais c'est, une activité
où on a tellement soif de performance qu'on en oublie un petit peu parfois de couper et de prendre du temps vraiment off. C'est à la fois la passion, le loisir et le travail. Donc souvent, c'est des niveaux d'engagement qui sont hyper élevés. Voilà, moi cette année-là, le souhait c'était d'avoir plus de temps pour faire d'autres projets. Donc en fait, j'organise des courses dans les centres-villes de Nantes, Bordeaux et Toulouse. L'idée, c'est d'amener des plus petits bateaux, vraiment très proches des spectateurs et d'avoir un spectacle qui soit intense. Donc en fait, pour ça, je me suis libéré un petit peu de temps et ça permet d'avoir, mon expérience, on va dire, de marketing et d'événementiel et mon expérience sportive et de croiser les 2. Voilà, là aujourd'hui, le choc économique qu'on va avoir avec cette épidémie, peut-être que ça va le mettre un petit peu en difficulté, mais on lâche pas ce projet-là et on continue du coup de vouloir faire rayonner notre sport et toutes les valeurs de liberté qui dégagent et on espère du coup à travers envoyer du rêve et inspirer des gens à nous rejoindre dans cette super activité. Bah, déjà, tu as une vie qui fait rêver, alors si en plus, effectivement, tu veux transmettre aux autres, c'est c'est d'autant plus louable. Est-ce que dans ton quotidien, tu as un coach, quelqu'un qui t'accompagne, qui te booste en termes de performance, etc. Alors, la spécificité un peu de mon poste sur le bateau, c'est que je dois pas être trop costaud non plus. C'est-à-dire que naturellement, je suis plutôt charpenté, on va dire, et c'est un peu comme de D'accord. l'équitation, c'est-à-dire il faut être costaud, mais il faut pas être trop lourd. Comme je te le disais, il y a des postes sur le bateau où il faut vraiment être explosif, être une boule de muscles. Et moi, en l'occurrence, je suis plutôt sur le pilotage. Donc, il faut plutôt que je sois fin, mais costaud. D'accord. Donc, moi, là, mon truc, depuis un an, je fais pas mal de surf. Et en fait, en surf, ça me permet d'avoir pas mal d'activités physiques et de sécher en même temps. Donc, c'est ma préparation physique majeure. Tu vas où pour surfer? Je vais dans l'océan où j'ai trouvé une solution qui est pas mal. Il y a une vague d'intérieur en Vendée là où du coup je passe mes journées là-bas où j'envoie quelques emails et après je fais des pauses où je vais surfer et j'enchaîne des vagues, des virages, ça y va à fond quoi. Et entre-temps, je fais du gainage, des pompes et c'est ça qui fait ma préparation physique. C'est prévu pour quand? Là, tu parlais de tes deux records. Tu te prépares parce qu'ils sont prévus pour quand? Là, on est un petit peu contraint par la période Covid-19. Par aussi la trésorerie de notre sponsor. Donc, c'est quelque chose qu'on veut maintenir, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que les fonds vont arriver. Mais la période d'objectif, c'était plutôt le mois de mai. Et là, du coup, on va le reporter plutôt, je pense, à l'été. Il y a des tendances, on va dire, de phénomènes météo qui sont propices sur des mois ou d'autres. Mais en juillet-août, ce sera sûrement la période idéale pour naviguer à fond. En plus, il fera plus chaud, les journées seront plus longues, donc ce sera pas plus mal. Quitte à avoir plus de jours sur les 25 ou 30 heures que tu passes en mer, quoi. Ouais, exactement. Si on fait ça en plein hiver, on fait la plupart de nuits sans visibilité. Et là, en plein jour, on a du soleil et plus de visibilité. Donc, pour la performance, c'est bien. Comment tu fais pour te repérer du coup de nuit? J'ai pas encore beaucoup d'expérience sur la navigation de nuit sur des petits bateaux. En fait, l'idéal, c'est d'être plutôt sur des nuits de pleine lune, où la vision s'adapte et où on voit le bateau. Sans quoi, on prend des lampes frontales, on met des éclairages en haut de ces bateaux qui sont en fait pas vraiment prévus pour, et ça permet d'avoir des bons repères. Alors tu disais que tu avais des sponsors. Est-ce qu'on peut parler peut-être quelques minutes de ces sponsors en particulier? Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils t'ont approché? Comment est-ce qu'ils fonctionnent avec toi aujourd'hui en partenariat? Ouais. Alors, je te disais que du coup, la première année, j'ai fait un peu le tour de ma ville et des environs pour du coup parler de mon projet et essayer d'embarquer des entreprises pour partager avec eux l'aventure humaine et les mettre en valeur. Parmi la centaine de personnes qu'on a embarquées avec nous, il y a eu un entrepreneur qui venait de créer son entreprise. Et donc c'était hyper audacieux pour lui, mais du coup, il s'est associé à nous à un montant qui était très important par rapport à son budget de démarrage. Et l'entreprise a grossi aussi vite que nos succès sportifs.
voire même un peu plus vite. Donc ça leur a permis année après année d'être d'être un vrai partenaire et de faire grossir nos projets. L'entreprise, elle s'appelle Homekia. C'est une franchise d'ouverture, de portes, de fenêtres, de stores, de pergolas. Et du coup, c'est maintenant un réseau de franchisés qui a presque une quarantaine d'enseignes. Donc, bah, ça grandit à la vitesse de nos projets et de nos ambitions. Et bah, peut-être que d'ici quelques années, ce sera des bateaux encore plus gros. On verra. Je disais bah, qu'au début, c'était vraiment le hasard d'une rencontre. Le créateur de cette entreprise, c'était un patient de ma maman qui est médecin. Et au début, je voulais pas trop paraître opportun ou déplacé, mais au final, je suis allé voir du coup cet entrepreneur qui s'appelle Nicolas et pour en fait à la base aller chercher des conseils et on a fait des navigations ensemble, on a participé à des événements pour mettre en valeur le projet et puis du coup c'est développé une vraie amitié et au-delà d'un partenariat et du coup ben, on construit ensemble quelque chose qui rayonne pour nous et qui rayonne aussi pour son entreprise. Est-ce que le bateau en particulier que tu vas utiliser pour les records dont tu as parlé, que tu vas faire à travers la Manche et la Méditerranée, il va être construit à partir de fonds que te met à disposition ton sponsor? Ou est-ce que c'est une location? Est-ce que c'est un rachat? Comment ça se passe? Ouais, alors le bateau qu'on utilise, c'est un bateau qui est de base un bateau standard. Enfin, standard. Il y a moins de 50 bateaux comme ça qui sont construits, mais c'est construit dans une usine Mhm. sur un modèle type. Et on le modifie du coup en ajoutant des pièces pour le rendre plus large, plus puissant, plus rapide. Euh, et Et- bah alors, au fur et à mesure, année après année, on a cumulé un petit peu de trésorerie sur notre projet et tout le budget, on va dire, de fonctionnement pour ce bateau et d'amortissement est du coup soutenu par le partenaire. Je te parlais d'un partenaire privé. On a aussi la chance d'être soutenu par les collectivités locales. En fait, on a eu pas mal Mhm. d'initiatives de partage avec les plus jeunes et de communication pour faire ben, rayonner l'endroit d'où on vient et où on a appris à naviguer. Donc, on est soutenu aussi par la ville des Sables d'Olonne, qu'on met en valeur très souvent. Enfin, qu'on met en valeur très souvent. Qu'on met en valeur sur notre bateau et dans nos actions et dans des événements. Tout à l'heure, on parlait donc effectivement de sponsors, on a parlé effectivement d'accompagnement, le risque qu'a pris finalement cet entrepreneur Nicolas, et j'ai envie de dire, on peut le remercier ici, hein, sans souci. Euh, à quel point effectivement dans la semaine, tu vas avoir besoin de passer du temps sur cette partie média, c'est-à-dire combien de temps par semaine versus, tu me disais, une journée sur deux à l'eau, tu vas avoir besoin de faire figure médiatique, tu vois, auprès de ton sponsor. Là, cette année, notre projet, il est assez spécifique et il est un petit peu, on va dire, sur mesure en fonction de là où on veut mettre le curseur. Sur les 4 dernières années que j'ai passées à naviguer sur le Tour de France à la voile, en fait, c'est les équipes qui participent à ces courses, c'est des vraies entreprises, en fait, c'est des vraies micro-entreprises où les équipes qui performent, c'est environ 8 personnes quasi à temps plein sur l'année, où il y a 4 à 5 personnes qui naviguent et qui tournent sur le bateau, qui se relaient, qui analysent les autres de l'extérieur. Il y a des chefs de projet, il y a des personnes qui sont en charge d'entretenir et d'optimiser le bateau. Il y a des personnes qui sont en charge du média, de la gestion de projet. Et en fait, bah, du coup, ça fait des très grosses structures. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un mi-temps, pour moi, c'est un mi-temps navigation et un mi-temps gestion de projet quand je suis sur une campagne Tour de France à la voile. Là, maintenant qu'on est plutôt sur une campagne record, bah là, c'est trouver les bons créneaux de disponibilité avec mon coéquipier qui, bah, lui, a une activité professionnelle à côté, une vie de bureau bien remplie. Et après, bah, derrière, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a tout un aspect performance, mais il y a tout un aspect aussi communiquer, avoir un contenu qui soit différenciant, qui soit parlant,
qui transmettent des émotions. Et j'aime bien avoir le plus de temps possible autour de ça quand on arrive à avoir du coup notre médiaman avec nous. Et tu parlais tout à l'heure de coéquipier, ça veut dire qu'il y a une personne de plus avec toi à bord durant ce record, c'est pas tout seul. Ouais, non, c'est pas tout seul. C'est hyper difficile de tenir ces bateaux au maximum pendant du temps. Donc là, je fais ça en duo avec un sportif qui a été avec moi sur mes dernières campagnes de Tour de France à la voile. Il s'appelle Paul Normand. Lui, il travaille à Paris. Il fait du conseil en management du risque. Donc, il est vraiment sur une vie de bureau hyper intense et sur des gros rythmes. Et pour autant, tous les matins et tous les soirs, il se fait minimum 1 heure de muscu et dans sa tête, il est à fond en navigation, même en semaine. Et quand il arrive, du coup, il y a une explosion d'envie et de force physique sur le bateau. Une explosion d'énergie finalement aussi. Ouais, une explosion d'énergie, ouais, et d'envie. En fait, très souvent, pour identifier les succès que j'avais, c'était vraiment il y avait beaucoup d'aspects où quand il y a des sportifs qui s'entraînent trop, qui se mettent trop la pression et en fait, avoir une approche, où on a d'autres choses à côté et où le fait de naviguer, c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare et qui a un petit peu plus de plaisir. Ça mentalement, on se libère, de toute cette pression et si on a réussi à être bien rigoureux pour, avoir, les bons réglages, les bonnes méthodes, ça fait un mental qui est libéré et relâché et souvent avec beaucoup de performance. C'est aussi, un peu une question de préparation mentale. J'ai eu la chance on parlait de préparation physique. Il y a aussi un aspect qui est préparation mentale. Heu et j'ai pu travailler un petit peu, cet aspect-là et ça m'a permis aussi de franchir un peu des paliers. Tu parlais effectivement à l'instant de ton coéquipier qui te rejoint, j'imagine, les week-ends quand il a fini sa semaine de travail. Pourquoi s'être basé au Sable d'Olonne si tu comptes traverser la Manche pourquoi, par exemple, ne pas se mettre à un endroit, à Dinard ou à Saint-Malo, par exemple, plus près d'entraînements qui sont en conditions réelles, du coup? Alors là, aparté, du coup, ce projet-là, on est, en train de l'activer et là, le bateau, il est acheté, mais du coup, on a tout en stand-by, donc on n'a pas encore, navigué dessus, mais c'est ce qui nous attend pour, l'année 2020 qui arrive. Voilà, là, avant le coronavirus, c'était plutôt, toutes les périodes, de tempête et avant, on était parti en Martinique faire un championnat du monde de catamaran, pareil en 18 pieds, où c'était le tour de l'île de Martinique et où il y avait, plein de concurrents de plein de pays et on s'affrontait sur ça. Donc là, en fait, c'est un défi qu'on est en train d'activer et là, je peux te donner de l'exceptatif, tu vois, sur ce qu'on va faire, en navigation et sur les rythmes qu'on va avoir. Mais pour autant, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu et expérimenté. Par contre, je peux super bien te parler, des années précédentes où on était, tu vois, plutôt sur le Tour de France à la voile et où là, je saurais vraiment te dire, comment ça se passait. Nous, la spécificité de notre équipe, par rapport à d'autres, c'est qu'on a toujours, on s'est toujours quand même aligné avec des plus petits budgets que ceux qui nous entouraient et en fait, on était toujours, la première équipe, on va dire, amateur, à pas être, professionnel et payé, pour naviguer quasi à plein temps dessus et du coup, c'était un peu la spécificité, c'était de trouver un équilibre entre, vie professionnelle, vie sportive et même aussi vie sentimentale. Parce que, pour beaucoup, c'était, dire à la copine, «Cette année, il y aura quasi aucun week-end avec toi et dès qu'il y a du temps libre, je vais naviguer» et c'était aussi, par exemple, prendre des risques par rapport à son travail, à sa stabilité professionnelle, à ses ambitions en entreprise, et mettre le curseur plus sur la navigation. Voilà, j'ai eu par exemple l'année dernière, j'ai eu 2 personnes où c'était vraiment chaud, par rapport à leur boulot où, ils se demandaient s'ils allaient pas se faire virer à chaque fois en revenant au bureau, quoi. Parce qu'il consacrait trop de temps à la navigation, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. En fait, c'est quelque chose, où tu vois pendant nos années, de collégiens, lycéens et d'étudiants où, on a pu en faire, vraiment beaucoup, sans avoir, trop à soucier, de l'avenir, et des choses sérieuses de la vie
Et en fait, du coup, en progressant palier après palier et en arrivant sur des circuits où, on a un super niveau, on se rend compte que en fait, c'est un peu, un aboutissement d'être rendu à super niveau, de faire partie, des meilleurs navigateurs et du coup, on en oublie un petit peu, on va dire, la raison, de, construire, une situation, professionnelle en entreprise et de, construire une vie, acheter une maison, construire une relation et parfois, ça pousse un peu à sacrifier tout ça pour vivre, un rêve qui a grandi dans sa tête de jeune depuis longtemps et qu'on peut vivre à fond. Ok. Et pour revenir rapidement du coup sur ce Tour de France à la voile, comment tu as constitué ton équipe du coup, si tu disais que tu diffusais ça en tant qu'amateur, est-ce que ce sont des amis, des contacts de contacts? Comment ça s'est passé? Alors, sur le Tour de France à la voile, du coup, je te disais, il y a une trentaine d'équipes. Heu, Parmi ces équipes, il y a les 2 tiers qui sont professionnels et un tiers qui est amateur. Parmi les amateurs, il y a des amateurs, qui sont, très expérimentés, très performants, ou il y en a d'autres, qui sont à la limite, à faire du camping et à s'entraîner un peu moins. Ces amateurs-là, ils sont de plus en plus rares. Par exemple, l'an dernier, il y avait des étudiants hollandais, qui s'étaient entraînés toute l'année, mais qui étaient avec, leurs camarades à planter la tente et à accompagner le bateau autour de la France. Voilà, nous, le souhait, c'était, d'être une équipe amateur, mais d'avoir des chances de jouer, les toutes premières places, d'être dans le top 10. Donc c'était un défi, assez, assez élevé, assez atypique, pour choisir, les gens qui m'entouraient avec, ces contraintes. Ouais, pour constituer une équipe, qui soit amateur et qui soit performante, en fait, il faut surtout trouver des personnes qui ont, cette envie de vouloir, libérer, du temps, libérer les autres choses, on va dire, sérieuses de la vie pour, se donner à fond et passer énormément de temps, à naviguer, à progresser et à s'approcher, de la performance ultime. Voilà, de base, c'était plutôt, choisir des potes et après il y a choisir, des sportifs qui soient très bons, mais pas déjà engagés avec une équipe professionnelle et aussi, trouver une symbiose avec des sportifs qui travaillent bien ensemble pour, amener une équipe à être en performance. Voilà, la chance qu'on a, dans notre sport qui est la voile, c'est que, il y a énormément, de passionnés qui sont prêts à faire, des sacrifices et pour, pouvoir, s'aligner, sur des aventures, de navigation. Heu et donc du coup, j'ai eu la chance de créer de l'enthousiasme auprès de sportifs hyper talentueux que j'avais croisés, du coup, en voile légère sur des plus petits bateaux et du coup, on a travaillé ensemble, à nouveau. Là, il y en a plusieurs, qu'on fait, par exemple, j'ai un de mes tacticiens qui là, fait les Jeux olympiques, à Tokyo, j'en ai d'autres, qui sont partis faire, des courses au large. En fait, c'était très souvent, des passages à des moments, pour être, sur, ce super circuit de haut niveau et il y a un peu de renouvellement en fonction des années où il y en a d'autres qui partent vers d'autres projets ou d'autres qui se consacrent à leurs ambitions de job, conventionnel. C'est une équipe que tu vas mener et garder quand même souvent sur une bonne partie de l'année. Donc déjà, il vaut mieux qu'il y ait une bonne entente et en plus, effectivement, que les personnes soient, comme tu dis, disponibles, donc qu'elles aient Ouais. libéré et dégagé du temps pour le consacrer à cette activité. C'est essentiel, ça, je pense qu'on est bien d'accord. Émeric, une question par rapport à ce type de support que tu utilises depuis maintenant quelques années, 10 ans bientôt. Euh, Pourquoi cette obsession de la voile légère et donc maintenant de la performance en voile légère plutôt que un move, je vais presque l'appeler traditionnel, vers de la course au large par exemple? Ouais, alors, les navigateurs que retiennent, le grand public, c'est les navigateurs que retient le grand public, c'est plutôt, ceux qui font de la course au large. Pour autant, les pratiquants et les jeunes sportifs, ils sortent, quasi tous, des plus petits bateaux.
Voilà, moi, mon plaisir, il est vraiment beaucoup plus dans l'adrénaline des courses au contact, où le bateau est toujours à 100% de son potentiel, où la performance se joue à quelques centimètres sur la ligne, où on est à crier sur les autres bateaux, avoir le cœur qui se met à battre hyper fort sur des contacts qui se jouent à quelques centimètres, avoir des bateaux qui chavirent, à éviter des crashs. C'est en fait vraiment un format qui est hyper différent des navigateurs qui vont du coup repousser leurs limites, mais seuls, à être plutôt le capitaine d'un navire qui va fonctionner avec un pilote automatique à gérer le curseur risque. C'est quelque chose en fait qui est vraiment hyper différent. Moi, la solitude et le fait d'être un peu dans une capsule de vaisseau spatial, c'est pas trop ce qui me fait kiffer dans la voile. Euh, pour autant, je suis admiratif en fait de ceux qui mènent ces projets parce qu'en fait, c'est euh, c'est l'élitisme, on va dire, en termes de monter un projet conséquent et réussir à emmener un bateau à être fiable, réussir à emmener un humain à tenir et à garder son sang-froid pendant quasi 3 mois. Voilà, après, c'est très différent du sport qu'on fait. Et moi, ben, mon plaisir, je le trouve plutôt dans ces adrénalines, dans ces tensions qui sont un peu plus courtes, qui durent qu'une seule journée. Et, euh, et voilà, bah, c'est pour ça que je suis encore sur de la voile légère. Et tu crois que c'est cette adrénaline que tu recherches finalement quotidiennement dans ces courses-là, elle va te maintenir combien de temps encore? Tu penses que c'est vraiment quelque chose que tu vas faire tout du long, ou est-ce que un jour tu te diras que tu aimerais tester un autre type de voile? En fait, si on devait comparer ça à l'athlétisme ou la course automobile, par exemple, ce qu'on fait, ça va être du sprint, là où la course au large, ça va être du marathon. Ou par exemple, on va pouvoir dire que nous, on est sur des courses de Formule 1 et que sur de la course au large, ils vont être sur un Dakar, sur un rallye longue distance. Donc, c'est des formats qui sont hyper différents. Voilà, après aussi faire des projets course au large, on va dire que c'est un aboutissement pour aller sur des projets qui sont plus complexes. C'est un peu comme se dire, ben voilà, je faisais des treks dans la montagne et aujourd'hui, ben, je veux me lancer sur un projet qui est de gravir l'Himalaya. Voilà, c'est la différence qu'on a entre les deux. Après, c'est aussi une question euh, d'opportunité. Voilà, moi, ma spécialisation et mon savoir-faire, c'est plutôt sur ces courses qui sont courtes. Et sur ces courses qui sont longues, bah, j'ai encore très peu d'expérience. Peut-être que c'est aussi une question de budget. C'est-à-dire que là, on est sur des aventures qui sont plus accessibles pour des petits partenaires. Et notre petit partenaire devenant de plus en plus gros, peut-être que un jour, lui me poussera vers ce genre de projet. Et peut-être qu'avec avec l'âge et la bouteille, bah, du coup, peut-être que je partirai sur ce genre de défi. Mais tu fais bien, non, tu fais bien. Moi, dans la même longueur de question, on peut presque se demander si tu te passionnes pour l'adrénaline de la vitesse et de tout cet aspect justement tu parlais de la Formule 1, je pense que c'est un bon parallèle. Pourquoi pas aller rejoindre l'équipe française de SailGP, tu sais, avec Billy Besson. Ouais, 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 super format, hein. Ouais, ça, par exemple, c'est de la balle. Ça, c'est, tu vois, sur mes aspirations, je le mets carrément devant faire de la course au large. Après, la spécificité un peu de ce type de course, c'est que c'est, ça laisse la place, on va dire, à un barreur et derrière bah, des profils ultra physiques. Et moi, bah, du coup, je suis plutôt dans cette case de barreur et il y a pas beaucoup d'élus. Très souvent, il y a qu'un seul poste. Et bah, Billy Besson a bien de l'avance sur moi. Oui, mais il prendra bien sa retraite un jour. Il prendra bien sa retraite un jour. Mais ouais, c'est sûr que
là, ouais, c'est plus mon Graal que faire un Vendée Globe. Ok, non mais c'est très clair, c'était pour ça que je te posais la question. Ouais. Est-ce que tu as eu des frustrations durant ta carrière, des éléments sur lesquels tu regrettes de ne pas l'avoir fait ou tu es triste de ne pas l'avoir fait? Alors non, mais j'essaie de trouver. Non, non, j'ai pas de frustration particulière. Après, en fait, pendant mes années de navigation, j'ai eu plusieurs crashs avec d'autres bateaux. Et ces crashs-là, en fait, Oui. on se rend compte des conséquences que peuvent avoir nos prises de risques. Et parfois, il y a eu quelques fois où c'est parti vraiment sur de la perte de confiance du reste de mon équipe et de la perte de confiance aussi en soi. Et, euh, et où c'était assez dur. Ça m'a vraiment questionné sur si je devais continuer et mis un coup au moral. Voilà. Après, il faut quelques semaines pour que l'envie revienne. Et heureusement, j'ai continué à naviguer. Voilà. Oui. Après, des regrets, ouais, parfois il y a eu des courses qui sont pas faites ou qui sont annulées et où ça aurait pu être des aventures stylées, mais bah, elles peuvent encore être faites. Voilà, en fait, on a un sport, on a la chance de pouvoir le pratiquer à haut niveau encore en étant un peu plus vieux, parce que il y a une notion physique, mais elle n'est pas aussi essentielle que dans d'autres activités. C'est Mhm. beaucoup une performance mentale. C'est une performance de réussir à garder une concentration maximale pendant très longtemps. C'est une performance en qualité de sensation pour réussir à faire corps avec le bateau, à sentir ses envies. C'est aussi un cumulé d'expériences pour réussir à analyser le vent, les phénomènes météo, lire les reflets du vent sur l'eau et du coup prendre les meilleures trajectoires. Donc bah, tout ça en fait, ça pousse des profils, on va dire, plus expérimentés ou plus âgés à encore performer à très haut niveau en voile. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu too much, tu vois, de tout le temps aller chercher le plus tu vois, là, on bat les records à chaque édition du Vendée Globe, on bat les records à chaque édition de la Route du Rhum, sur les classes ultimes. Là, tu veux toi-même te lancer dans 2 records additionnels. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu too much qu'on cherche systématiquement le plus? Ouais, je pense que la voile perd un petit peu de son côté aventure avec la technologie. Là, par exemple, l'été dernier, il y a une course qui s'appelle la Golden Globe Race, où les marins, en fait, ont refait un tour du monde dans les conditions du premier tour du monde en solitaire en compétition. Euh, et là, ils ont retrouvé des valeurs de navigation incroyables où ils naviguaient au sextant. Ils récoltaient l'eau de pluie pour pouvoir boire. Et ça a été pour certains un tour du monde qui a duré quasi une année, mais où les valeurs d'aventure, de dépassement de soi, de l'humain, de dépassement de la solitude, ont été beh, vraiment incroyables et hyper inspirants pour beaucoup de jeunes marins comme moi. Voilà, après, maintenant qu'on regarde la voile, comment est-ce qu'elle évolue, je pense que la course au large, le fait d'augmenter la technologie, d'avoir des bateaux qui soient plus rapides mais aussi un peu plus fragiles, c'est assez dangereux parce que bah, casser un bateau en plein milieu des mers du Sud, c'est compliqué et consacrer autant d'argent pour un projet qui ne peut pas aller à bout, c'est un peu difficile. Voilà, après, je pense que des bateaux qui font des longues courses, c'est important qu'ils soient fiables et que le côté aventure humain soit pas remplacé par une course technologique. Après, les régates qu'on va faire à la journée, c'est vraiment beaucoup plus un format qui va être, on va dire, Formule 1, où ça doit être des bateaux qui vont vite, qui sont techniques. Et je pense que pour ça, c'est une bonne chose d'avoir des progrès et d'aller plus loin et de repousser les limites.
Après, pour nous sportifs, il faut qu'on fasse attention, que ça soit pas au détriment du nombre de projets. Parce que quand le bateau est trop technologique, il coûte aussi trop cher. Et en fait, peut-être qu'il vaut mieux avoir un bateau qui soit un petit peu plus lent, mais des aventures qui soient plus nombreuses ou plus parlantes. Mm. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que du coup, pour toi, son dépassement de soi dont tu parles, ça devient un peu une drogue pour toi? Ouais, je pense que ouais, ouais, je pense que ce qui devient une drogue, c'est aussi un peu de faire la fierté de ses proches, de faire rêver des gens. C'est quelque chose, c'est un jeu auquel on se prend bien. Voilà, après le dépassement de soi, je pense que moi je dirais plus que c'est euh, dépasser ses limites, aller encore plus haut dans son potentiel. C'est vraiment quelque chose qui est grisant et où on prend du plaisir à aller plus loin. Ok. Tu as parlé de crash tout à l'heure, juste pour revenir rapidement dessus. Est-ce que tu as déjà eu des accidents dans lesquels tu t'es fait mal? Tu t'es fait des grosses blessures ou des petites. Non, j'ai eu la chance de passer à peu près à travers les blessures. J'ai juste eu une fois une blessure à l'entraînement où j'ai fait une chute et où je suis resté 3 semaines sans bouger et où j'ai loupé quelques courses. Voilà, j'ai eu aussi une fois où j'étais coincé en haut du mât, en plein milieu de la mer et où j'ai eu super peur et où ça m'a un peu fait remettre la prise de risque en question. Mais sinon, non, j'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures. On est un peu plus à l'abri que les rugbymen. Par contre, il faut faire attention à bien entretenir du coup son corps de sportif, notamment sur tout ce qui est de la souplesse et aussi beaucoup du dos, parce qu'on est très souvent gainé à faire du rappel, à faire du trapèze. Et Ouais, pour durer dans le temps, faut pas oublier son corps. ouais, bien sûr. Ok. Alors, sur un autre plan, est-ce que tu as des défis secrets que tu avais toujours rêvé de faire, que tu as pu faire, dont tu n'as peut-être pas parlé, qui ont été des dépassements de toi aussi? Euh, je pense que tu vois le défi secret ou le défi parallèle, tu vois, c'est ce qu'on s'apprête à faire là, à être sur des bateaux super rapides qui foilent et partir tout seul sur l'océan et, euh, et pousser au max, quoi. Vraiment, on va dire que par nos concurrents, on a toujours été identifiés comme ceux où quand il y a le bord de vitesse, quand il y a du vent, on va être les mecs inarrêtables qu'il faut pas, qu'on aura du mal à titiller. Et là, du coup, on trouve l'incarnation de ça sur des bords de pleine vitesse où on le pousse au max pendant longtemps. Et c'est ça un peu le défi petit plaisir qu'on s'apprête à accomplir. Voilà, après, non, si, ouais, moi, ce que j'ai adoré faire, c'est aller avec des petits katas dans les vagues. Et en fait, du coup, entre surfer une vague et naviguer, j'ai eu quelques fois l'occasion de le faire de manière un peu clandestine sur des petits bateaux d'école de voile. Et c'est vraiment du super kiff. C'est de la prise de risque, mais c'est du super kiff. Ah, c'est un peu la prolongation finalement de ton activité de surf classique. C'est pas le même support évidemment, on est sur Ouais, un longboard XXL, mais c'est un peu le même principe quoi. exactement, exactement. Là, par exemple, cette année, tu vois, j'ai participé à une étape de la Coupe du monde de surf indoor, quoi, tu vois. Et là, du coup, j'ai retrouvé un peu mon côté compétiteur, tu vois, vouloir me dépasser et aller dans autre chose. Après, ma progression, je pense que elle a été beaucoup plus lente qu'en voile et mon potentiel, il est pas aussi élevé. Tu vois, sur ce genre d'épreuve, tu avais plutôt des skateurs ou des snowboarders pros qui arrivaient à décoller super haut et où moi, j'étais pas encore là. Mais tu vois, du coup, s'inspirer d'autres sports et d'autres approches de la performance, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Et tiens, en parlant d'inspiration, t'as des gens que tu admires, des idoles en particulier que tu suis? Non.
Non, en vrai, j'ai pas d'idole en particulier. Voilà, après, si je devais faire un classement, je pense que dans les personnes qui m'inspirent, je vais essayer d'en prendre plusieurs. Kai Lenny, par exemple, m'inspire beaucoup parce que, parce que, alors, ouais, parce que, Ok. ouais, 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 ouais. Euh, je vais réfléchir. Ouais, par exemple, je pourrais te dire que Kyle Lenny ou que Jamie O'Brien, par exemple, ils m'inspirent beaucoup parce que ils sont vraiment, bah, du coup, toujours plutôt pionniers dans leur sport, à aller plus loin et à réussir à les communiquer, à rendre vivant ce qu'ils font. Voilà. Après, par Mhm. exemple, moi, je vais être plus inspiré par François Gabard que par Armel Lecléache parce que bah, j'ai toujours, bah, du coup, plus à cœur l'aspect, on va dire, communication, échange et rendre humain une performance, plutôt que d'être coupé de tout. Ou par exemple, bah, je vais avoir euh, une grosse admiration pour Monsieur Destrevaux. Ouais, ouais, ce qu'a fait ton cousin là sur son tour du monde, par exemple, c'est vraiment, Mon oncle, mon oncle. pardon, ton oncle. Ce qu'a fait ton oncle, c'est un truc de dingue en vrai. C'est un truc de dingue et beh, j'y trouve pas mal de parallèles avec tu vois l'approche qu'on a eue qui était un peu plus amateur et réussir à être sur la ligne de départ et à se dépasser avec les moyens qu'on a. Lui, ce qu'il a fait, il a réussi à s'aligner sur cette course avec très très peu de moyens, à faire des choix hyper malins, à avoir une communication humaine très élevée et ça, je trouve ça hyper inspirant. Je trouve ça beaucoup plus inspirant que des projets qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus financé, beaucoup mieux organisé. Ce que je trouve, c'est de réussir avec des moyens de départ, avec un cadre donné, à construire des choses incroyables. Et bah, c'est ça que je trouve hyper inspirant. Celui que j'ai trouvé hyper inspirant, ça va être par exemple Jean-Luc Vandened, qui a fait Ouais. 3 Vendée Globe, qui a gagné la dernière Golden Globe Race en ayant 75 ans. Euh, et ouais, par exemple, ça, je trouve que ces aventuriers et je les admire énormément. Après, on va dire qu'en voile, je vais plutôt admirer des personnes qui sont sur le circuit olympique où je vois des Ok. progressions et des capacités à exceller. Voilà, après, dans les marins de course au large, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai trouvé vraiment dingue les Français qui gagnent la Volvo Ocean Race avec Groupama. J'ai Ouais. trouvé l'équipe de Charles Cordelier avec Dongfeng assez incroyable aussi. Voilà, après, malheureusement, les Français, on a rarement des budgets des projets très financés pour la Coupe de l'Amérique. Mais je trouve Ouais. que c'est vraiment le plus beau circuit, celui que j'admire le plus. Ok. Est-ce que t'as... J'ai Alors un peu là, dévié on de ta parle quand question même initiale, souvent mais de... j'ai raconté des choses. Faut pas avoir peur de dévier des questions. C'est très bien de dévier des questions. Le but, c'est de Ok, faire une discussion. très bien. Non, la question, c'était plus au niveau de... Ça fait quand même beaucoup de temps que tu passes aujourd'hui en équipage. Effectivement, tu es skipper d'une petite équipe à bord de deux, peut-être parfois trois personnes. Est-ce que tu as déjà eu en tête de te faire des défis où tu es tout seul? Je l'ai pas eu spécialement en tête. En revanche, j'ai fait quelques courses sur un bateau tout seul. Et en fait, je le vivais mal. Je vivais mal, enfin, je vivais mal. Euh, par exemple, je parlais toujours aux concurrents à côté de moi. J'étais toujours à leur glisser des trucs et oui, ils avaient l'impression que je les provoquais ou que je me moquais d'eux tellement je parlais tout le temps avec les bateaux autour. Et je trouve que le, le, le bonheur de se transcender, il est ben, vraiment beaucoup plus fort quand c'est une performance qui est partagée à plusieurs. Et en fait, ben, je me rends compte que mon bonheur, c'est pas de me dépasser tout seul, mais c'est de me dépasser à plusieurs. Voilà, donc c'est là
que je me rends compte que l'équipage, c'est plutôt mon truc. Et on parlait du coup du format de régate à la journée que je préfère aux courses au large, mais par exemple faire l'ocean race en équipage sur des bateaux où des bateaux ils sont au large mais très proches et où le bateau est toujours à 100%. Par exemple, c'est un truc qui moi m'inspire plus que un Vendée Globe. Emery, qu'est-ce que tu comptes t'arrêter un jour? Non, je pense que je m'arrêterai jamais. Après, peut-être que le niveau d'implication et d'engagement changera. Voilà, c'est sûr que, que quand j'aurai la soixantaine, voire 70 ans, j'irai toujours faire quelques navigations. Et même, j'irai sûrement toujours faire quelques compétitions en étant un peu moins performant. Voilà, en fait, là, je me rends compte à retourner parfois sur des régates de petits catamarans, à quel point c'est précieux d'avoir des sportifs qui vieillissent, mais qui sont toujours à pratiquer leur passion et à se réjouir de la convivialité qu'il y a autour de ça et de toujours pouvoir kiffer la vitesse de nos bateaux et le défi intellectuel que représente chaque course, quoi. Euh, Ça va faire bientôt 1 heure, Émeric, qu'on discute. Peut-être pour bien terminer notre échange, deux petites questions une de l'ordre du public et une de l'ordre comment dire, du conseil. Comment on fait pour te suivre? Si on veut suivre tes exploits, est-ce que tu as des livres, des films, des réseaux sociaux en particulier qu'on peut suivre? Ouais, alors euh, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, où du coup mon nom c'est Emeric Dary, Emeric Dary. Donc là c'est quelque chose qui est assez standard, mais sinon pour suivre nos aventures sportives, notre équipe elle s'appelle Team Homkia, Homkia. Et là, en fait, on a énormément de vidéos du coup, qui relatent nos aventures, les aventures d'une équipe amateur qui se transcende sur un circuit de professionnel, et des aventures du coup aussi en catamaran, où on va essayer de repousser les limites de ces petites embarcations pour les pousser à fond. Voilà, donc vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook et sur Instagram. C'est les réseaux sur lesquels on est présent, et un petit peu sur YouTube aussi. Bon, moi, génial. Écoute, on ira s'abonner juste après. Et du coup, peut-être euh, pour voir un peu ce que tu dirais, si quelqu'un veut se lancer dans ce défi, justement, comme tu le vis aujourd'hui, d'un Tour de France à la voile, même peut-être d'un record en particulier, qu'est-ce que tu lui dis? Alors en fait, ça va dépendre vraiment, ça va vraiment dépendre de la personne que j'ai en face. Euh, je pense que se lancer dans des projets comme ça, où on a besoin de sponsors, d'enthousiasmer du monde autour, c'est... Ouais, je sais pas comment répondre. Excuse-moi, tu vas devoir faire tu vas devoir trier la bonne réponse. Je sais pas trop. Il y a certainement des choses très intéressantes que je peux te dire. On va faire plus simple. Qu'est-ce que tu dirais à Emeric qui a 12 ans? Qu'est-ce que je dirais à Emeric à 12 ans? Euh, à Emeric à 12 ans, je lui dirais d'un peu moins se laisser porter par les sensations et par le kiff de la navigation et de se poser un peu plus de questions sur comment font ceux qui sont premiers, d'oser Mhm. aller questionner les meilleurs et pour avoir des clés de succès, de prendre un peu plus des rigueurs sur la préparation du bateau, de prendre un peu plus de mesures. Et moi, en fait, c'est ce qui a freiné un peu ma progression. Et c'est en réussissant à identifier les bonnes méthodes et à questionner plus ceux qui étaient performants ou mes concurrents, que j'ai réussi à gravir les échelons et à réussir à jouer avec les meilleurs. Après, notre sport, quand tu arrives à une taille de projet,
soit il faut se faire embarquer dans un bon projet, mais si on veut monter le sien et créer son aventure et son projet, et bien là, il faut des qualités de communicant. Alors après, tout le monde n'a pas forcément ces qualités de communicant, mais ça peut être surtout des qualités humaines, de réussir à, à partager son projet, à partager sa passion et à enthousiasmer d'autres personnes autour. C'est aussi un peu une notion de, de combattre sa timidité et d'oser y aller et parler de soi et se mettre en avant. Moi, c'était quelque chose que j'avais pas forcément naturellement, ou du moins j'étais pas un expert, on va dire. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à mettre en scène nos défis, notre aventure et embarquer beaucoup de monde avec. Et c'est ça qui a créé une dynamique de soutien pour pouvoir du coup financer des beaux projets. Et voilà. Est-ce Mais que je j'ai te le répondu à confirme, peu c'est vrai près? qu'une bonne histoire, je te le confirme qu'une bonne histoire, elle est toujours plus parlante quand elle est bien racontée et quand elle est entraînante. Et c'est effectivement ça qui facilite en tout cas la sensation de se faire embarquer ou de convaincre en l'occurrence un Ouais, sponsor de nous accompagner. ouais. Ce que tu dis, c'est très pertinent. En fait, je pense que euh, la réussite, c'est réussir à monter des projets. Et le projet, il doit être, je pense, drivé d'abord par l'histoire, par la communication auprès du public, un petit peu avant la performance. Et une fois que ce cadre est calé, eh ben, on peut se concentrer sur la performance. Et c'est ça qui permet de lancer des beaux projets. Merci Émeric pour ce temps ensemble. Peut-être pour terminer, bien comprendre c'est quoi les échéances qu'on doit attendre de cette sortie de ces nouveaux records. Là, avec notre confinement et notre ralentissement un peu de l'économie, je sais pas quand est-ce qu'on va être libéré dans la nature. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va être libéré dans la nature, mais du coup, dès que la mer est à nouveau ouverte, on va aller s'entraîner et faire chauffer la machine. Et je pense qu'on se retrouve à l'automne pour avoir des nouveaux temps de référence sur les traversées de la Manche et de la Méditerranée. Bon, bah, génial. Bah, écoute, on te souhaite vraiment d'y arriver et de beaux succès sur ces records et on se tient très vite au courant pour les résultats. Merci beaucoup, Pierre Arnaud. Avec plaisir. À bientôt, Émeric. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt!